Bonjour et bienvenue dans ce nouveau café européen numérique présenté et animé par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui sera l'intelligence artificielle, de l'éthique aux règles juridiques, avec notre invité, Monsieur Martin Ulbrich, chargé des affaires économiques et politiques à la Direction générale réseau de communication, contenu et technologie à la Commission européenne. Bonjour Monsieur Ulbrich. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce café européen. Alors, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, si on peut dire comme ça, ou nos auditeurs, le principe du café. Donc, vous allez nous parler du sujet, donc intelligence artificielle, de l'éthique aux règles juridiques pendant une vingtaine, 25-30 minutes à peu près. Puis, nous passerons aux questions-réponses qui auront été posées sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait poser vos questions sur le fil de conversation de nos chaînes YouTube, Twitch et de notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous essaierons de toutes les prendre et d'y répondre, bien sûr, de façon la mieux possible. Voilà. Écoutez, Monsieur Ulbrich, si vous souhaitez vous lancer, c'est à vous. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'inviter, de m'avoir invité aujourd'hui à cette occasion. Je vais juste lancer le premier slide. Voilà. Donc, je m'appelle Martin Ulbrich, je travaille à la Commission européenne, et spécifiquement dans la direction générale qui s'occupe du digital. Donc, elle a un nom un peu plus compliqué aujourd'hui, mais essentiellement, c'est la direction générale qui s'occupe du digital. Et nous avons été amenés à proposer, au début de cette année, c'était en avril, un règlement sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais peut-être commencer un peu pourquoi on en est arrivé là, et après, je vais essayer de vous expliquer plus ou moins ce qu'il y a dans ce règlement et quel est le futur immédiat à prévoir. Donc, la Commission européenne a commencé à avoir une vraie politique sur l'IA à peu près au début de 2018. On a fait la première stratégie sur l'IA en avril 2018, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'IA avant. Les programmes de recherche européens ont été très actifs dans le domaine de l'IA pendant une longue période, à peu près depuis leur création dans les années 80 du dernier siècle. Et ils ont beaucoup financé l'IA avec le résultat que quand nous sommes arrivés à peu près 2015-2016 au nouveau boom de l'IA, parce qu'avant, il y avait une période de 10-15 ans où il n'y a personne qui croyait vraiment dans l'IA, ce qu'on appelle, dans le slang de l'IA, on appelle ça un hiver de l'IA. Donc, c'est un hiver parce que c'est arrivé plusieurs fois. Il y a toujours un boom, tout le monde croit que l'IA va faire plein de choses. Après, il y a un hiver où tout le monde croit que finalement, ça ne marchera pas. Après, il y a un nouveau boom, après un nouveau hiver. Et donc, le dernier hiver, c'était dans les années 2000, entre 2000 et 2015 à peu près. Il y a très peu de gens qui ont vraiment cru dans l'IA. Mais les programmes de recherche européens ont continué à financer de la recherche, avec le résultat qu'en 2015, quand le nouveau boom a commencé, l'Europe était assez bien positionnée au niveau de la recherche académique. Je ne parle pas des entreprises, je parle de la recherche académique. Là, l'Europe a été assez bon. Mais c'était juste le financement de la recherche, il n'y a pas eu de politique par rapport à l'IA. Et après, en 2015, est arrivé le nouveau boom de l'IA, c'est-à-dire il y a eu de nouvelles applications qui sont apparues, on a eu une multiplication des intérêts de recherche, on a vu qu'il y avait plein de choses qui pouvaient se faire. Et donc, en 2018, on a fait une stratégie sur l'IA, la première stratégie européenne sur l'IA. Maintenant, la première question qu'il faut poser un peu par rapport à ça, c'est évidemment qu'est-ce que c'est l'IA? Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ça dépend très largement avec qui on parle. L'intelligence artificielle, pour quelqu'un de normal qui n'a pas de connaissances spécifiques dans le domaine, souvent c'est associé à ce que vous voyez dans les films de Hollywood. Dans les films IA, dans les films iRobot, dans la guerre des étoiles, il y a toujours des organismes IA. Et donc, souvent, on associe ça à des organismes qui sont un peu comme les humains, qui pensent, qui réagissent, qui bougent comme les humains. Quand vous parlez avec des praticiens, ceux qui vraiment développent l'IA, ils vous diront que finalement, c'est une espèce de software, une espèce de logiciel qui a des compétences plus fortes qu'un logiciel normal. C'est-à-dire, notamment, il peut trouver des solutions lui-même. Mais par contre, ça reste un logiciel avec une fonctionnalité très limitée qui peut faire certaines choses et qui peut faire certaines choses très, très bien.
comme nous le connaissons de tous les logiciels. Pratiquement chaque logiciel sait faire quelque chose mieux que les humains, mais il y a juste une seule chose qu'il sait faire, ce logiciel. L'IA, elle est un peu plus flexible. Souvent, elle peut faire 4, 5, 6 choses. Mais on est très, très loin des scénarios que vous voyez dans les films où l'IA, c'est un organisme comparable à un humain qui peut penser, réagir, avoir des stratégies ou autre chose. Donc ça, je crois, c'est assez important à déclarer au début. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait une stratégie et qu'est-ce qu'il y a dans la stratégie? La stratégie que nous avons définie est basée sur deux choses. Premièrement, c'est que l'IA, c'est un atout. C'est quelque chose qui est très bien. A priori, c'est un progrès technologique qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'avantages. Elle est très bonne pour les consommateurs parce qu'il y a de nouveaux produits dont ils peuvent profiter, évidemment. Il y a quelques-uns qui sont déjà sur le marché, mais il y aura beaucoup de nouveaux produits que nous ne connaissons pas encore. C'est très bien pour les entreprises aussi, ça c'est très clair, évidemment. Si vous avez la possibilité, grâce à cette nouvelle technologie, de vendre de nouveaux produits ou de mieux produire ce que vous produisez déjà, donc vous avez une efficacité accrue, donc forcément c'est très bien pour vous. Mais, et surtout, et ça c'est très important, c'est aussi très bien pour l'intérêt public. Et c'est là, à mon avis au moins, l'argument clé pourquoi c'est une technologie que nous devons soutenir au niveau politique. Parce que, mis à part les entreprises et les consommateurs, du point de vue intérêt public, il y a aussi des applications qui ont un avantage pour toute la société. Prenons par exemple les voitures qui conduisent tout seuls, les voitures autonomes. Aujourd'hui, sur les autoroutes et les routes nationales d'Europe, il y a 30 000 morts chaque année. Il est prévu qu'avec les voitures autonomes, on arrive à une réduction de 90%. Donc, on passe de 30 000 à 30 000. Donc, on sauve 27 000 morts, enfin 27 000 vies chaque année. Ça, c'est un très fort argument de l'intérêt public. Pourquoi il vaut mieux soutenir cette technologie. Ou un autre domaine où c'est très, très important, c'est le domaine de la santé. Avec l'intelligence artificielle, ça existe déjà partiellement, mais surtout dans le futur, il va être beaucoup plus facile de trouver des diagnostics. Et il y aura les interventions chirurgicales seront moins lourdes. On trouvera de nouveaux médicaments et on pourra combiner les médicaments dans des thérapies meilleures. Donc, si vous combinez tout cela entre une diagnostic meilleure, la chirurgie meilleure et la thérapie meilleure, vous arrivez facilement à considérer que ça peut prolonger une vie de qualité de 1 ou 2 voire 3 ans à long terme. Donc là aussi, c'est un intérêt public très, très fort. Donc, c'est pour ça que nous sommes pas seulement on n'est pas seulement dans une situation où on dit, oui, l'IA, c'est bien, voyons voir ce que ça passe, mais vraiment, on est en train on considère que c'est une très bonne chose, c'est un atout, et il faudra la soutenir. Mais, également, l'IA aussi a créé certains risques. Évidemment, pour la sécurité des utilisateurs. Donc, quand vous avez des machines, il y a toujours un risque que ça tourne mal. Et notamment, par exemple, prenons l'exemple que je viens de citer. Actuellement, vous avez 30 000 morts, mais qui, essentiellement, ou très souvent, sont tués par d'autres humains. Si vous réduisez ça à 3 000, c'est très bien, mais ces 3 000 morts-là, essentiellement, seront tués par des machines. Et donc, déjà, psychologiquement, c'est un grand problème. Et deuxièmement, évidemment, on va essayer de réduire les 3 000 le plus possible. On ne va pas dire, voilà, on est arrivé à 3 000, on va continuer à essayer de réduire ça avec l'objectif final 0. On n'arrivera jamais à 0, mais on va essayer de toujours réduire ce chiffre-là. Et évidemment, il y a aussi les droits fondamentaux. Et là, notamment, il y a le problème, c'est que l'IA est très souvent très, très compliquée. Et quand je dis très, très compliqué, c'est pas juste très, très compliqué, c'est immensément compliqué. Les derniers modèles de l'IA, les derniers, ça date de l'année dernière, de Google, il y a un modèle d'IA qui a 175 milliards de paramètres. 175 milliards. Donc, évidemment, avec ça, pour comprendre le système et pouvoir expliquer, c'est un peu compliqué. Donc, si vous vous trouvez dans une banque et la banque dit, je suis désolé, mais on ne peut pas vous donner un crédit, et vous demandez pourquoi, ils disent, eh ben, on ne sait pas. C'est le logiciel qui l'a dit, personne ne sait comment ça marche le logiciel, donc je suis désolé, mais vous n'aurez pas d'argent. Ça pose un problème. Donc, la stratégie, notre approche au niveau européen, c'est que c'est très bien, l'IA, il faut la soutenir, mais il faut aussi considérer certains risques, il faut s'en occuper. L'IA, c'est aussi un grand débat public.
Il faut bien le prendre en compte. Comme vous le savez, chaque fois qu'on fait un règlement au niveau européen, on fait une consultation publique. Et on a fait la même chose pour l'intelligence artificielle et on a eu un retour énorme. On a eu plus de 1200 réponses, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup. Normalement, on a beaucoup moins que ça. Et surtout, on a aussi une réponse très, très équilibrée. On a eu des pays tiers, ce qui est relativement rare. Donc, on a évidemment la majorité des contributions, la grande majorité vient de l'Europe. Mais on a eu aussi des réponses du globe entier. Donc, évidemment, le Royaume-Uni et les États-Unis, on s'y attend un peu, mais il y a des pays comme la Syrie, le Brésil, l'Irak, le Mexique. Il y a plein de pays qui sont intéressés à ça. C'est aussi parce que c'est la première fois au monde qu'il y a une proposition de règlement pour l'intelligence artificielle. Ensuite, le débat public a été très équilibré parce que, comme vous voyez sur l'écran, il y a eu c'était assez équilibré entre les différents groupes. Donc, il y a eu beaucoup de citoyens, beaucoup d'entreprises, pas mal d'ONG, il y a beaucoup d'universités, d'institutions académiques, des autorités publiques régionales et locales. Donc, c'était très équilibré. Et finalement, on a vu que dans tous les groupes, il y a eu je ne veux pas dire un consensus, mais comme une grande majorité qui disait il faut faire quelque chose, il faut prévoir un règlement ou des règles. Souvent, vous avez les entreprises qui disent non, c'est pas la peine, c'est vraiment trop bureaucratique, et les ONG ou les citoyens qui disent oui, il faut réglementer. Dans ce cas-là, dans chaque groupe, on a eu une majorité assez large qui disait il faut faire quelque chose. Évidemment, ce n'était pas spécifié à ce moment-là qu'est-ce qu'il fallait faire, mais un besoin d'action, ça s'était ressenti par tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons un règlement sur l'IA? C'est une grande question, parce qu'au début, quand il y a les questions de l'IA qui se sont posées, on a commencé avec un débat éthique. Donc, au niveau européen, on a convoqué un groupe d'experts sur l'éthique qui ont fait des lignes directrices sur l'éthique dans l'IA. Et effectivement, c'est très important parce que il y a d'un côté le cadre juridique, mais après, il n'y a pas tout ce qui est légal qu'il convient de le faire. Il y a au-delà du cadre juridique, il y a aussi l'éthique qu'il faut prendre en compte. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est très bien, mais en plus, le débat éthique, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir au moins quelques règles de base juridiques. Maintenant, évidemment, l'intelligence artificielle, elle existe déjà. Il y a déjà des produits que vous avez aujourd'hui ou des services aujourd'hui. Par exemple, si vous allez chez Google ou chez Amazon et il vous suggère quelque chose. Donc, vous avez acheté un livre et Amazon va vous suggérer un autre livre. Ceux qui ont lu ce livre-là, ils ont aussi acheté un autre livre. Ça, c'est de l'IA. Et Google, en très grande partie, les mots qu'il vous propose, donc vous tapez les trois premières lettres, après, il vous propose déjà le reste du mot. Ça aussi, c'est de l'IA. Donc, il y a déjà des applications IA et il y a évidemment déjà des règles de l'IA. Donc, ce n'est pas le cas qu'aujourd'hui, l'IA est tout à fait hors du système juridique. Il y a déjà des règles, notamment le règlement général de la protection des données, le règlement sur les pratiques inéquitables dans le commerce, les lignes directrices, les directives sur la non-discrimination, tout ça, ça s'applique. Et évidemment aussi du point de vue de la safety, en fait, des dangers. Il y a tout ce qui est les règlements spécifiques pour les voitures, pour les avions, etc. Il y a la directive sur les machines. Et il y a la directive générale sur la sécurité des produits. Donc, il y a déjà plein de législations qui s'appliquent. Pourquoi est-ce qu'il faut un règlement IA? C'est parce que, justement, l'IA, ce n'est pas comme les autres technologies. Dans toutes les autres technologies, on suppose essentiellement qu'il y a une logique très claire. Il y a une logique qu'on peut suivre et donc on peut trouver la faute. Dans l'IA, ce n'est pas forcément le cas parce que l'IA trouve les solutions, les résultats d'une manière un peu, en fait, souvent compliquée, mais surtout autonome. Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut un règlement sur l'IA. Non, maintenant, le règlement sur l'IA, elle est là pour permettre l'application des autres règlements. Ça ne crée pas de nouveaux droits. Le règlement IA ne vous donne pas des droits qu'il n'y avait pas avant. Il est là pour s'assurer que les droits que les citoyens avaient déjà avant continuent à s'appliquer de la même manière dès qu'il y a un système IA. Que les spécificités technologiques de l'IA ne permettent pas aux entreprises ou à quelqu'un de ne pas mettre en œuvre les règles juridiques actuelles. Alors, on a une définition de l'intelligence artificielle qui est basée essentiellement sur le fait que
le système trouve lui-même des solutions, que ce soit à travers le raisonnement ou à travers le modélage ou à travers d'autres technologies, mais que ce n'est pas un système dans lequel le programmateur définit ce qu'il fait, mais le système a une certaine autonomie. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est ça aussi le problème qui se pose par rapport à l'application des droits qui existaient déjà. Alors, nous avons choisi une approche basée sur le risque, c'est-à-dire que on n'a pas réglementé, on n'a pas édicté des règles pour l'IA dans sa totalité, mais seulement pour des cas à haut risque. Et pour ça, on a cette pyramide qui nous donne un peu aussi visuellement je dirais le pourcentage. Donc, on a quelques applications de l'IA qui sont carrément interdites dans la proposition, et je vous en parlerai tout de suite, mais c'est vraiment très, très limité, c'est 3 cas et demi. Après, on a ce qu'on appelle les risques élevés. Et c'est pour cela qu'on a fait ce règlement, parce que là, il y a essentiellement toute une série de conditions. Mais c'est une part de marché très petite. Selon nos estimations, on arrive entre 5 et 15% de tous les IA. Et personnellement, je trouve même 5%, c'est très large, parce qu'a priori, si vous allez voir la liste précise, elle est quand même très, très limitée. Après, vous avez des applications de l'IA avec certaines obligations minimales de transparence, j'en parlerai plus tard. C'est plus grand comme champ d'application, mais les obligations sont vraiment minimales. Essentiellement, c'est 3 mots sur un écran. Et finalement, vous avez la majorité de l'IA qui n'est pas du tout concernée par ce règlement. Donc, il y a une très, très grande part du marché qui n'est pas soumise à toutes les conditions dont on parlait pas tout à l'heure. C'est très important parce qu'on a vraiment essayé de cibler les règlements et les obligations là où c'est nécessaire afin d'éviter que les entreprises soient défavorisées à la fois dans la concurrence et aussi dans le développement technologique. Alors, je commence avec les 3 premières, avec les 3,5 cas des applications IA qui sont interdites. Le plus clair exemple, c'est la notation sociale généralisée. C'est-à-dire, c'est un peu le système en Chine, vous avez 100 points. Si vous traversez le feu rouge, on vous enlève 5 points. Si vous avez moins de 50%, vous n'avez plus le droit de prendre un train. Ça, évidemment, ça, on ne le fait pas en Europe. Il y a aussi la manipulation subliminale, donc une manipulation technologique dont vous vous rendez même pas compte qu'elle est utilisée. Il y a l'exploitation des groupes vulnérables, les enfants, les personnes handicapées, les personnes très, très âgées. Et finalement, il y a ce qu'on appelait l'identification biométrique à distance. Essentiellement, c'est la reconnaissance faciale. On n'appelle ça pas reconnaissance faciale parce que aujourd'hui, c'est la reconnaissance faciale, mais il y a d'autres technologies qui vont suivre. Donc, par exemple, il y a déjà des logiciels qui savent vous identifier à travers votre démarche. Donc, la façon de marcher, c'est suffisant pour identifier une personne. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé spécifiquement de la reconnaissance faciale, mais on appelle ça l'identification biométrique à distance. Maintenant, c'est un très long titre parce qu'on parle dans des espaces accessibles au public et à des fins répressives, donc des forces de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on a un titre aussi long que ça? C'est que cette reconnaissance faciale, pour les privés, elle est déjà interdite, sauf si vous avez l'accord des personnes avec lesquelles vous allez travailler. Parce qu'il y a le règlement général de la protection des données. Si vous voulez collectionner des données biométriques de quelqu'un, il faut avoir l'accord. Donc, vous ne pouvez pas installer une caméra sur une grande place et filmer tout le monde. Évidemment, parce que vous n'allez pas avoir l'autorisation de tout le monde. Mais le règlement général de la protection des données ne s'applique pas aux forces de l'ordre, parce qu'ils ont une autre approche à certaines choses. Et donc ici, c'est interdit aussi pour les forces de l'ordre d'utiliser ça. Là, il faut bien être clair, c'est l'identification des gens sur les grandes places. Donc, on ne parle pas, par exemple, de la reconnaissance faciale que vous utilisez pour débloquer votre téléphone. Parce que là, ce n'est pas une identification, c'est une comparaison 1 à 1. Donc, vous avez deux échelons et vous les comparez. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'identification. Donc, vous avez un grand nombre de personnes quelque part. Vous avez une liste de personnes que vous cherchez et vous regardez si les personnes sur la liste sont dans ce nombre de personnes. Donc, en principe, c'est interdit, mais il y a certaines exemptions, notamment si vous avez une menace terroriste imminente.
Donc, si vous avez des signes concrets qu'il y a quelque chose qui est imminent, là, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez aussi l'utiliser pour retrouver des personnes recherchées, non pas sur la base de criminels, mais sur la base de gens perdus. Donc, par exemple, des enfants kidnappés, là, vous avez le droit d'utiliser les images de ces enfants kidnappés pour les rechercher. Mais c'est quand même très, très limité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis sur le slide avec les interdictions, alors que ce n'est pas tout à fait interdit. C'est 3 cas et demi. Maintenant, le deuxième cas, et ça, donc ces 3 cas-là, déjà, vous voyez, ces 3 cas et demi, c'est très petit, et de toute façon, sur le marché, ça sera 0 puisqu'ils sont interdits. Donc, on parle de quelque chose de très, très petit. Un peu plus grand, c'est le système à haut risque. Donc, dans le système à haut risque, on a 2 systèmes, enfin, on a 2 groupes. On a d'un côté tout ce qui est dangereux pour la santé essentiellement, c'est-à-dire tout ce qui bouge, tout ce qui peut vous tuer, tout ce qui peut vous tuer ou blesser. Et donc là, on parle des machines qui, aujourd'hui déjà, avant d'être mises sur le marché, doivent être approuvées. Donc, si vous avez quelque chose comme une scie à moteur, vous ne pouvez pas la vendre comme ça, elle doit être approuvée déjà avant d'être mise sur le marché. Ben, si, ou une voiture, ou un avion, quelque chose comme ça. Donc, si dans une telle machine, vous mettez de l'IA dans un système qui est important pour la sécurité, là, l'IA doit être approuvée. Donc, par exemple, vous avez une voiture, vous ajustez vos freins à l'aide d'un IA pour avoir un système de freinage plus efficace. Il faut que ça soit approuvé par une partie externe pour être sûr que ça correspond aux normes de sécurité. Si vous mettez votre système IA dans le système d'entertainment et de la musique, vous n'avez pas besoin de faire approuver ça parce que c'est pas pertinent à la sécurité. Et après, on a certaines applications dans quelques champs qui sont mentionnés ici. Il y a une grande partie de la force de l'ordre, ça c'est la partie droite de l'écran. Mais il y a aussi certains services, certaines applications dans le domaine de l'emploi, de l'éducation et l'accès aux services essentiels. Il faut bien retenir que là, on parle de certaines applications. Donc, par exemple, dans l'emploi, il n'y a pas tout ce qui est d'emploi qui est considéré comme haut risque. C'est certaines choses, comme par exemple tout ce qui concerne le recrutement, l'évaluation et aussi la terminaison de contrat. Donc, si vous allez recruter quelqu'un avec un système IA, si vous allez le noter ou si vous allez le virer sur base d'un système IA, là, il y a des conditions qu'il faut appliquer. Il faut bien se rendre compte que donc, ce qui est important de savoir, c'est que donc il y a ces 8 champs. Les cas spécifiques qui sont un peu plus longs, c'est pour ça que j'ai juste pris les 8 champs, ils sont dans une annexe. On a choisi cette approche d'avoir une annexe dans laquelle il y a tous les cas qui sont mentionnés pour permettre aux entreprises, à la très grande majorité, de très vite terminer l'investigation et passer au prochain chapitre. Parce que pour la très grande majorité des entreprises, il suffit d'aller dans cette annexe, regarder la liste. Vous constaterez que votre application n'est pas dedans, le thème est terminé. Vous n'avez plus besoin de rien faire. C'est pour ça qu'on a une liste exhaustive. C'est une approche différente de ce qu'on avait fait pour la protection de données. Mais ça permet, surtout dans l'optique qu'on a 90% des cas qui ne sont pas concernés, ça permet à la très grande majorité des entreprises d'y aller et de constater, voilà, on n'est pas concerné. Maintenant, il faut évidemment s'attendre à ce que ça c'est un peu le grand débat maintenant. Donc, la Commission européenne a fait la proposition. Évidemment, ce n'est pas la Commission européenne qui adopte la proposition, c'est le Parlement européen et c'est le Conseil européen. Et donc maintenant, c'est aux mains des 2 institutions. Et là, évidemment, le grand débat, c'est déjà, et ça continue à être, c'est quelles sont les applications. Qu'est-ce qui est considéré au risque et qu'est-ce qui n'est pas considéré au risque. Il y aura beaucoup de gens qui vont arriver à dire, voilà, ça c'est encore au risque, et ça c'est au risque, et ça aussi, ça c'est important, et ça on peut imaginer que ça pose des problèmes. Et il y a d'autres qui vont dire, ben, ça finalement, c'est pas un problème. Donc ça, c'est le grand débat qui s'en suit maintenant. Personnellement, et là c'est à titre personnel que je parle, je trouve que ça c'est un débat très très symbolique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi c'est symbolique? C'est parce que les obligations qui sont attachées à ce statut de haut risque, elles sont très très limitées. Donc là, on a ce slide actuellement. Donc, il y a des obligations telles que l'exactitude, la robustesse et la cybersécurité. Ça, pratiquement toutes les entreprises le font déjà. Si votre système est instable au bout de 3 jours, ne marche plus, ce n'est pas exact. Et s'il est ouvert aux cyberattaques, évidemment, vous n'allez pas avoir beaucoup de succès sur le marché. De même, il faut avoir des
la gouvernance des données pour assurer que les données soient validées, bien testées, ils doivent être pertinents, représentatifs, etc. Si vous n'avez pas des données de qualité, vous n'allez pas pouvoir un système exact. Donc, pour la très grande majorité, ça ne changera rien. Et c'est quand même important d'avoir ces obligations parce qu'il y a toujours quelques entreprises qui ne le font pas. Et même si c'est juste 1 ou 2% du marché, là, on parle des droits fondamentaux, c'est quand même important qu'on ne peut pas dire à ces gens-là, ben là, vous avez eu de la mauvaise chance, les 99 autres % du marché, il n'y a pas ce problème-là, mais vous avez eu de la malchance. C'est pas possible. Donc, c'est un droit fondamental, donc il faut vraiment s'assurer que ça soit applicable dans tous les cas. Et aussi pour les entreprises, c'est important parce que si vous avez quelques entreprises qui ne respectent pas les règles, et qui ainsi crée une mauvaise image de la technologie, c'est mauvais pour tout le monde. Donc, les obligations, elles sont très limitées, ils correspondent dans une grande partie à ce qu'il y a déjà. Et c'est pour ça que finalement, le débat, est-ce qu'il faut inclure quelque chose comme au risque ou pas au risque, pour moi, c'est très symbolique. Il faut aussi considérer que c'est pas parce qu'une application est considérée à haut risque que nous voulons décourager cette application. Ce n'est pas vrai du tout. Les applications à haut risque aussi peuvent être très utiles. Et là aussi, on n'a pas du tout une opinion négative. C'est juste qu'il faut certains critères de qualité qui doivent être remplis pour s'assurer que cette application à haut risque, elle a suffisamment pris des précautions contre les risques qu'elle engendre. Et maintenant, donc ça, c'est de la deuxième catégorie. Donc, je rappelle, on avait 3 cas épidémiques qui sont interdits. Après, on avait les cas à haut risque. Maintenant, on a les cas qui ne sont pas à haut risque. Là, il y a essentiellement 3 cas à distinguer. C'est les deepfakes, donc les vidéos où vous croyez que le président parle, mais qu'il ne les fait pas vraiment. L'obligation, c'est de l'indiquer. Donc, il doit y avoir un label qui dit « ceci est un deepfake ». Les systèmes d'IA dont vous n'êtes pas au courant que c'est une IA, la même chose, il faut une indication, ceci est un IA. Donc, évidemment, par exemple, vous avez un chatbot et vous croyez parler avec un être humain de l'autre côté. Si vous appelez une entreprise pour de l'assistance, là, ça doit être indiqué. Évidemment, si vous parlez à votre voiture, ce n'est pas la peine de l'indiquer puisque c'est évident. Et il y a aussi, quand vous utilisez la reconnaissance d'émotion, là aussi, ça doit être indiqué de nouveau. Et c'est juste une obligation indiquée. Il faut juste mettre ceci est un IA ou ceci est un deepfake. Donc, c'est vraiment tout. C'est 3 mots sur l'écran, comme obligation, c'est minimal. Et après, tous les autres, ils sont libres. Il n'y a pas d'obligation. Ils peuvent, s'ils veulent, faire des codes de conduite volontaires. Ça, pourquoi pas, vu que, comme j'avais expliqué, les obligations sont quand même très proches du marché. On peut considérer qu'il y a des entreprises qui veulent aussi suivre les mêmes critères, pourquoi pas. Mais ce n'est pas obligatoire. Dans le règlement, il y a aussi 3 paragraphes, 3 articles qui sont spécifiques pour soutenir l'innovation, notamment par rapport au bac à sable réglementaire. Donc, c'est là où les entreprises peuvent avoir un accès privilégié aux autorités publiques pour rapidement savoir si ce qu'ils font correspond aux normes, aux exigences ou non. Il y a aussi certaines mesures en faveur des petits fournisseurs, des PME. Mais il faut bien considérer que la politique européenne sur l'intelligence artificielle, il y a 2 volets. Il y a le règlement, c'est ce que je viens de vous présenter, mais en parallèle, on a fait aussi une stratégie pour l'IA. Ça s'appelle un plan coordonné, mais je dirais c'est le volet stratégie, tout ce qui est soutien. Donc, soutien à la recherche, soutien aux compétences, mise en réseau des institutions académiques. Mais ça, c'est un autre document que je ne vous explique pas aujourd'hui, qui est très important, mais qui évidemment est beaucoup moins dans les journaux, dans les débats, aussi parce qu'il s'adresse à un certain nombre limité d'acteurs. C'est tous les gens qui sont impliqués dans le développement et l'utilisation de l'IA, donc c'est un groupe limité, alors que le règlement, ça concerne tout le monde. Donc évidemment, il y a, ça reçoit beaucoup moins d'attention. Mais c'est juste pour vous rappeler que si nous avons 3 articles dans le règlement pour soutenir l'innovation, l'essentiel du soutien à l'innovation, ça se fait en dehors du règlement, ça se fait dans une autre approche. Dernière chose, la gouvernance. Donc, il y a l'essentiel du règlement sera appliqué par les autorités nationales.
Donc, pratiquement la totalité de tout ce qui est la vérification des marchés, pratiquement la totalité des mesures de gouvernance, c'est les autorités nationales qui vont le faire. Au niveau européen, il y aura juste un groupe d'experts, un groupe d'États membres. On lui a donné un nom qui s'appelle Comité européen de l'intelligence artificielle, mais essentiellement, c'est un groupe d'États membres. Donc, chaque État membre envoie quelqu'un, comme on a ça souvent à Bruxelles. La Commission européenne fait le secrétariat, donc ils envoient les invitations, elle réserve la salle et tout ça. Donc, a priori, c'est juste un groupe d'experts. Après, enfin, un groupe des États membres. Après, elles peuvent aussi faire appel à un groupe d'experts, des experts avec des connaissances techniques. Donc, a priori, c'est un groupe tout à fait normal. Mais il faut bien se rendre compte que dans ce groupe-là, on trouvera tous les gens qui ont l'expérience dans tous les États membres avec tous les cas qui s'appliquent. Puisque tous les cas tous les problèmes qui vont surgir, toutes les applications, tout ce qui arrive, c'est les autorités de contrôle du marché qui vont le savoir. Et dans ce comité-là, on trouvera toutes les autorités nationales qui vont se mettre ensemble. Donc, c'est là aussi, à mon avis, qu'on va débattre des nouvelles applications, parce qu'il y aura de nouvelles applications et il y aura le cas échéant, il y aura la nécessité d'ajouter des cas au risque dans la liste. Et donc là, normalement, il y aura un débat qui va commencer là, qui ne va pas se terminer là, mais qui va commencer là. C'est pour ça que même si c'est juste un comité normal, c'est quand même assez important. Et avec ça, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps et j'attends vos questions avec intérêt. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ulbrich. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Hein, comme beaucoup, je pensais que l'IA, c'était essentiellement les robots, mais non, pas du tout. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'était très clair et moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En attendant, peut-être quelques questions qui vont arriver sur les fils de conversation. Moi, j'en avais une justement qui a surgi pendant votre exposé, même si vous avez répondu à beaucoup de mes questions justement pendant votre exposé. Donc, vous avez parlé de l'application justement de ce règlement par les États membres. Et comment s'assurer, est-ce que ce sera le niveau européen justement qui s'assurera que finalement les États membres appliquent des sanctions si besoin ou un contrôle égal selon les États membres? Est-ce qu'on sera sûr que la France, finalement, ne sanctionne pas beaucoup plus que la Slovénie ou l'Italie pour la même faute, par exemple, ou assure un contrôle similaire à l'Allemagne, la Finlande, etc. Les sanctions, enfin, les sanctions il y a des sanctions qui sont prévues dans le règlement. Donc, c'est spécifié dans les articles, je ne sais pas, 50 quelque chose comme ça. Ça vous explique pour quelle infraction, quelle sanction peut être applicable. Donc, ça va en fonction de l'article que vous enfrangez, ça va jusqu'à 2, 4 ou 6% du chiffre d'affaires et ça va jusqu'à 10, 20 ou 30 millions d'euros en fonction de l'infraction. Mais non, la mise en œuvre, ça relève de la compétence nationale. Il n'y a pas de pouvoir de la Commission de vérifier que la France et la Slovénie l'ont mis de la même façon. Il y aura certainement dans le groupe l'information qui va circuler. Donc, il y aura la France qui va se rendre compte que la Slovénie l'a pas mis, enfin, dans ce cas hypothétique. Supposons qu'il y a un État qui l'a pas mis, qui n'a pas la même ligne dure que notre État. Ça va se savoir dans ce communiqué. Il y aura des discussions à ce moment-là. Mais le niveau européen n'a pas de force, n'a pas de compétence à forcer un État membre d'appliquer ce règlement d'une manière particulière. Donc, ce sera essentiellement, finalement aux autorités locales de définir un peu le niveau de gravité peut-être, ou ce sera vraiment les compétences juridiques locales. C'est-à-dire, a priori, ce n'est pas une directive, c'est un règlement, donc il n'y aura pas de marge de manœuvre d'interprétation, donc les règles juridiques sont les mêmes partout. Et dans le règlement, en principe, est défini quelles sont les infractions, qu'est-ce qui est une infraction, et quelles sont les pénalités qui sont appropriées pour chaque infraction. Donc, évidemment,
quand vous allez avoir deux personnes qui vont l'appliquer, ça sera toujours la même, en fait, c'est toujours une manière différente. Même si vous avez deux personnes en France, vous avez Monsieur Dupont ou Madame Lafarge, ça peut avoir une application différente. Mais reste quand même très, très limité puisque ces différences doivent rester dans le cadre d'un règlement qui est quand même bien spécifique. D'accord. Juste, peut-être couper le partage d'écran pour qu'on puisse vous revoir juste sur Mais l'écran. toujours allumé? Oui. Je croyais que Voilà. coupé. Non, Pardon. il n'y a pas de souci. C'est plus sympa de vous voir parler. Alors, nous avons Maintenant, ça va, vous me voyez? alors, attendez. Hop, moi, il faut que je revienne à l'appel. Voilà, c'est bon. Tout Ok, à d'accord. fait. Il n'y a pas de. Désolé. Non, je vous en prie. Alors, on a une question qui nous est arrivée. Il y a donc une personne qui nous demande s'il est prévu peut-être une sorte d'Erasmus de l'intelligence artificielle pour l'éducation, notamment de la jeunesse, à ces questions d'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'Erasmus spécifique pour l'intelligence artificielle. Évidemment, l'IA, ça fait partie du programme, en fait, ça fait partie des programmes universitaires. Donc, vous pouvez, avec l'Erasmus général, évidemment, participer à des programmes d'IA. Ceci dit, dans notre stratégie de soutien, on a des mesures spécifiques pour le soutien à l'éducation. Donc, on a notamment, donc, premièrement, on a la mise en réseau des institutions académiques. Ça concerne plus la recherche. Bon, mais souvent, la recherche est associée aussi à l'éducation. On a aussi des mesures en faveur des compétences digitales avancées, qui n'est pas spécifique à l'IA, mais l'IA, ça fait quand même une grande partie. Essentiellement, c'est trois. C'est la cybersécurité, c'est l'IA et c'est les HPC, les méga calculateurs de grande puissance. Donc là-dedans, les soutiens à l'IA, ça fait un tiers des fonds qu'on débourse, donc c'est quand même assez considérable. Mis à part ça, on a aussi il y a un groupe de travail spécifique pour justement les compétences digitales. Et là-dedans, il y a un groupe qui est spécifique pour l'IA et la cybersécurité. Il faut prendre en compte que l'éducation, ça reste une compétence nationale. L'Union européenne n'a pas de compétences dans ce domaine-là. On ne peut pas intervenir et dire aux États membres de faire ceci ou cela. On peut, à la rigueur, dès qu'il s'agit de la recherche, on peut intervenir avec des subventions. On peut aussi les mettre en réseau, mais tout ce qui est éducation, curriculum, diplôme et tout ça, ça reste compétence nationale. Et les États membres ne veulent pas du tout qu'on y touche. Donc, on n'y touche pas. Alors, nous avons une autre question qui est arrivée. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, que notamment avec les voitures autonomes, que finalement, même si on réduit le nombre de morts, on va toujours plus ou moins être tué quand même par des machines, puisque l'IA ne peut pas tout contrôler, ne peut pas tout faire. La question est comment finalement arriver à faire un peu moins peur aussi pour se dire finalement ce sera peut-être une machine qui va nuire à ma personne. Je crois le grand débat, la grande peur des gens, c'est pas tellement d'être exposé, enfin ça arrive, mais c'est pas tellement d'être exposé à une machine autonome dans un certain cadre bien défini. Donc, si vous avez, il y a déjà je crois à Paris aussi, les RER ou des métros qui conduisent de façon autonome. Ça existe certainement déjà à Londres et dans d'autres États. À Munich, j'ai vu ça aussi à l'aéroport, tout ça, il y a déjà quelques années. Ça n'a jamais posé problème. Les gens n'ont pas peur d'avoir une machine qui fait quelque chose de bien défini. Ils ont peur que la machine prenne le pouvoir. C'est un peu une façon exagérée de dire. Comme je dis ça, c'est surtout par rapport au film qu'ils ont vu. Et mis à part ça, je crois ça c'est une peur qui, à mon avis, elle est tout à fait exagérée pour le moment. La deuxième peur, c'est qu'ils se retrouvent dans un système un peu à la Kafka, c'est-à-dire un système où il y a certainement, c'est pas les machines, c'est les humains qui distribuent, enfin, qui construisent les systèmes, mais que et finalement ils se retrouvent en tant qu'individu juste en face de la machine, parce que le système est construit de la manière que
L'interface, c'est la machine, et avec la machine, ils se trouvent dans une boucle infernale où ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous savez bien qu'une machine, même une IA, à un moment donné, elle peut plus suivre vos arguments. Et donc, à ce moment-là, vous avez besoin, pas toujours, mais il peut y avoir des situations où vous avez besoin d'avoir un contact humain. Et là, je crois, la peur des gens, c'est de se retrouver juste dans une situation où il n'y aura plus de contact humain, et donc plus de la possibilité de changer si jamais il y a une erreur dans la machine. C'est pour ça aussi qu'une des obligations que nous avons introduites dans le règlement, c'est le human oversight, c'est le contrôle et la surveillance d'un humain. Donc, chaque fois que vous avez que vous mettez en place une application de haut risque, donc qui peut être important pour vous, évidemment, ce n'est pas la peine. Hein, si vous avez une application qui n'est pas très grave, si l'algorithme d'Amazon vous propose les mauvais livres, ce n'est pas grave, on ne va pas commencer à faire un scandale à cause de ça. Mais si il s'agit d'avoir les allocations sociales ou avoir un crédit ou accès à une université, et que là, il y a le système qui ne marche pas, à un moment donné, il doit y avoir la possibilité que vous parlez avec un humain pour expliquer, voilà, et le système doit être prévu qu'un humain puisse vérifier pourquoi la machine arrive à cette conclusion. Je crois que ça, c'est surtout le grand danger que les gens ont. Ça va, à mon avis, ça va se réduire, c'est peut-être pas le mot, mais ça va se couper en plusieurs morceaux, parce qu'actuellement, les gens ont peur de l'IA. Mais évidemment, l'IA, c'est une technologie qui peut s'appliquer dans tous les domaines. C'est un peu comme l'électricité ou comme le digital ou le numérique. Donc, à mon avis, ça va, dans le futur, avec un peu de chance, ça va se couper. Donc, il y aura des applications IA où les gens n'auront plus peur parce qu'ils auront vu que ce n'est pas la peine. Et il y a d'autres où ils resteront concernés parce qu'effectivement, là, c'est à la rigueur, c'est peut-être justifié d'avoir, non pas peur, mais d'être prudent par rapport à certaines applications. Merci. Alors, on va peut-être laisser encore quelques minutes pour les personnes donc, qui nous suivent pour poser des questions. Dernière chance, en gros, de poser vos questions à Monsieur Ulbrich. J'en avais une petite qui a surgi lorsque vous avez parlé notamment des voitures autonomes, mais on voit aussi lorsqu'il y a des accidents d'avion, parfois ce sont des problèmes techniques ou qui peuvent référer aussi à certains systèmes de navigation, etc. Alors, je ne connais pas exactement l'IA de la mécanique ou de l'informatique. C'est parfois compliqué de faire peut-être la différenciation. Mais est-ce que le règlement inclura dans ces lignes la part de responsabilité, justement, pour l'application en cas d'accident, qui pourra être tenu responsable si c'est l'IA qui a été défaillant, par exemple? Là, la réponse est claire, non. Et pour la simple raison qu'il y aura un autre règlement sur la responsabilité de l'IA qui va suivre, qui était prévu pour fin de cette année, qui maintenant est probablement prévu pour, je dirais, fin du printemps, début de l'été l'année prochaine. Maintenant, ce qui me donne un peu aussi l'occasion de revenir sur une autre question, sur un autre point que je voulais, qui sera peut-être bien soulevé. Donc, la Commission a fait la proposition en avril de cette année. Maintenant, c'est au Conseil et au Parlement européen d'adopter ce règlement. Le règlement, donc, comme j'avais dit, ce n'est pas une directive, c'est un règlement, donc c'est applicable directement. Donc, actuellement, il y a dans le Conseil les États membres qui examinent ce texte. Il faut savoir qu'il y a 85 articles, c'est une centaine de pages, donc c'est un règlement très long. Il est assez important aussi. Donc, si vous imaginez 27 États membres qui vont discuter de 85 articles en détail, et chaque article en plusieurs tours, parce que ce n'est pas une fois qu'on va le commenter et que c'est réglé, et après il faut revenir, vous imaginez le temps que ça prendra. Donc, le Conseil a commencé à discuter de cela au début juin. Ouais. Ils ont déjà fait, je ne sais pas, une trentaine de réunions de travail et ça va continuer encore pendant un certain temps. On ne s'attend pas à avoir une position du Conseil avant l'été prochain et ça peut prendre plus de temps. Dans le règlement de la protection de données, ça a pris 4 ans. Dans ce cas-là, on espère que ça va être plus vite que ça, mais ça prend un certain temps. Au Parlement européen,
il y a eu beaucoup de discussions politiques qui devaient être chef de file, et ils viennent de décider cela la semaine dernière. Donc, ils vont commencer seulement maintenant les discussions. Donc là aussi, on ne s'attendra certainement pas à avoir une opinion avant l'été prochain. Une fois que le Conseil et le Parlement ont les opinions, ils doivent se mettre ensemble pour se concilier. Sauf dans le cas miraculeux qu'ils ont exactement la même opinion, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, ils doivent se concilier. Donc, ça prendra encore plus de temps. Donc, avec un peu de chance, on aura peut-être un règlement fin de l'année prochaine, adopté. Mais ça peut prendre plus de temps. Donc, on ne sait jamais. Il peut y avoir des problèmes politiques, ça peut prendre du temps. Donc là, on ne peut pas s'engager à dire, voilà, définitivement, à la fin de l'année prochaine, on aura un règlement. Maintenant, dans le règlement, il y a certaines dispositions qui vont s'appliquer directement, mais le gros des applications va s'appliquer avec 2 ans de phase transitoire. Parce que c'est un nouveau règlement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc il faut donner autant de temps aux entreprises de prendre les mesures nécessaires, de s'adapter à cela. Donc là, on parlait d'adoption fin 2023, pardon, fin 2022, on rajoute 2 ans, donc on parle d'un règlement qui ne sera pas vraiment en force avant, personnellement, ça c'est pas évidemment, moi c'est à titre personnel que je dis ça, mais à mon avis, janvier 2025, avec un peu de chance, ça pourrait être en vigueur, mais ça peut être aussi plus tard. Donc c'est pas quelque chose qui est déjà en vigueur. Donc d'ici là, on aura certainement déjà la proposition sur la responsabilité en ce qui concerne l'IA, parce qu'elle est prévue dans 6 mois. Donc, je ne sais pas, bon, elle sera probablement peut-être pas. Je ne sais pas quel sera son statut d'adoption, mais il faut bien se rendre compte que le règlement dont j'ai parlé, ce n'est pas demain que ça s'applique. Il faudra encore un certain temps. Oui, c'est le temps politique qui prend du temps, bien sûr, et après, l'application on ne peut pas faire de l'application dans l'urgence ou des choses comme ça. C'est vraiment le temps politique pour faire les choses correctement. Et démocratiquement aussi, il faut le rappeler. Oui, non, mais pour nous, c'est beaucoup de travail, évidemment. Donc, vous imaginez, vous avez 27 États membres, vous avez un article. Imaginez que chaque État membre ne dise que 3 minutes là-dessus. Là, vous avez 1h30 déjà, rien que pour la tour de table. Donc, vous n'avez pas encore commencé la discussion, et 3 minutes pour un article, c'est très peu. Donc, un seul article, ça peut facilement prendre 1, 2 ou 3 jours de discussion. Donc, ça Bien prend sûr. du temps. Mais c'est comme ça. On peut pas juste inventer des articles et les adresser comme ça. Il faudra quand même que tout le monde prenne sa position et que les États membres décident. Tout à fait. Et ça, c'est important de le rappeler, que chaque article est vraiment discuté au sein du Conseil de l'UE qui regroupe les ministres de chaque État membre, au sein du Parlement qui représente les citoyens. Et donc, c'est vraiment le processus démocratique de l'Union européenne pour que finalement les textes adoptés profitent à tous et au plus grand nombre et soient vraiment reflètent finalement aussi ce que veulent les États membres et ce que veulent les citoyens. C'est Oui, important de le rappeler. non, mais ça c'est vrai. Et surtout, ça ne s'arrête pas là parce qu'évidemment, dans les 2 cas, il y aura les gens qui sont en chef de file. Après, il y a des autres associés. Donc, dans le Parlement, par exemple, là maintenant, vous aurez le comité du marché intérieur, le comité des affaires, des libertés civiques, qui vont s'en occuper en tant que comité de chef de file, mais il y aura aussi le comité de culture, le comité juridique, le comité de la recherche, qui vont tous en même temps examiner les tests, donner des opinions, qui ensuite vont être combinées. Et dans les États membres, c'est la même chose. Donc là, au Conseil européen, vous avez, en fonction des pays, quelqu'un qui vient du ministère de l'économie ou du ministère de l'Intérieur, ça dépend du pays, mais qui, évidemment, une fois rentré dans son pays d'où il vient, il doit aussi se mettre d'accord avec les autres ministères. Donc, ce texte-là, il n'est pas seulement discuté au Conseil, il est discuté jusqu'au dernier ministère de chaque État membre. C'est pour ça aussi que le texte a été proposé donc, le 21 avril. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Il y a un certain nombre d'États qui n'ont pas encore des positions sur tous les articles du texte après 6 mois. Parce que ça prend beaucoup de temps, ce mécanisme de coordination. Mais ça a l'avantage, c'est qu'à la fin, tout le monde a pu contribuer à la discussion et c'est très important. Tout à fait. Mais écoutez, Monsieur Ulbricht, vous avez été très clair parce qu'il n'y a pas d'autres questions qui a été posées par les auditeurs.
Donc, je vous remercie beaucoup, vraiment. Ce café sera est réécoutable en ligne, hein. Nous allons le diffuser sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez manqué le début, si vous n'avez pas pu tout suivre, il sera bien entendu réécoutable. Et merci encore, Monsieur Brich, c'était vraiment Merci beaucoup. un plaisir. Eh bien, écoutez, c'était le Café européen sur l'intelligence artificielle qui a été présenté par la Maison de l'Europe de Tours, Europe Direct, Tours Centre Val de Loire. Encore un grand merci et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bon, nous ne sommes plus en direct. Ah, ok, d'accord. Alors, je vais